Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Janine Varneau, qui est écrivain et sûrement autre chose aussi, peut-être journaliste, c'est ça ce que vous m'avez dit au téléphone? Non, et puis j'ai écrit des livres, j'organise des expositions et je suis critique d'art au Figaro. Ah voilà, c'est ça, donc critique d'art au Figaro. Et donc je vous ai invité parce que je pense que vous avez quelque chose que vous présentez bientôt à l'Alliance, c'est ça? Oui, Monsieur Fournel m'a demandé de faire une conférence et le 1er mai à 18h30, je vais parler de Montmartre et Montparnasse, Bateau Lavoir et Ruche et de Picasso à Chagall en fait. D'accord, c'est l'objet de votre article ici, de l'article? Oui, parce que cette journaliste m'a téléphoné de New York pour m'interviewer sur le sujet que je présentais. Ah d'accord, elle avait entendu parler que vous allez passer, c'est ça? Bah, elle a reçu l'annonce de l'Alliance française. Ah d'accord, ben c'est une bonne idée de vous avoir appelé alors. Bon, ben, étant donné que je n'ai pas lu l'article, on va en profiter pour vous entendre le dire à haute voix et de nous en parler. Donc, pouvez-vous donc nous dire ce que vous allez présenter je vais présenter le sujet dont je viens de vous donner le titre. D'accord, l'histoire du bateau Lavoir. Et j'ai écrit 2 livres sur ce sujet. Un sur le bateau Lavoir et un sur la Ruche qui est à Montparnasse. Parce que ce sont des sujets que je connais bien, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était peintre et chroniqueur d'art. Et j'ai passé mon enfance au milieu des artistes, car je suis née à Montmartre. Ah bon? Et c'était table ouverte à la maison, où tous les artistes venaient déjeuner ou dîner, mais c'était des artistes qui maintenant sont très connus et qui à cette époque-là étaient complètement inconnus puisqu'ils étaient tout jeunes. Aussi bien Utrillo que Chagall, que Pasquine, que Fujita. Vous les avez donc connus personnellement? Je les ai connus personnellement, de même que les écrivains comme Dorgelès ou Macron. Et donc vous avez écrit un livre sur eux? J'ai écrit, après la mort de mon père, j'ai trouvé beaucoup d'éléments et de documents de première main, puisque lui, il avait vécu tout ça en tant que peintre d'abord et ensuite en tant que chroniqueur. Et j'avais donc la chance d'avoir des archives de première main, c'est-à-dire des choses qu'il avait vécues lui, et qui n'étaient pas extraites de livres, car tout le monde recopie un peu tout le monde. Et j'avais la chance d'avoir ces documents, des photographies qui avaient été prises à cette époque-là. Donc, quand il est mort, j'ai pu prendre la suite de son travail au Figaro comme critique d'art, parce que j'avais été formée par lui. Et ensuite, j'ai pensé que j'avais les éléments pour écrire un livre. D'accord. Et j'ai choisi ce sujet parce que c'était un lieu, Montmartre, que je connaissais bien et où il lui-même avait vécu partie de sa vie, jusqu'à sa mort. Donc ce livre, il est déjà sorti, n'est-ce pas? Il est déjà sorti, il a été réédité et voilà. Et malgré tout, je dois dire que dans tout ce que j'ai fait, ces 2 livres sont un peu un tremplin qui fait que maintenant, on me demande toujours des textes ou des conférences ou des choses sur ce que je connais bien, ce qui est normal. D'accord. Et il est publié aux États-Unis en anglais ou en France? C'est amusant parce que le bateau Lavoir, j'avais commencé, je voulais préparer une exposition avec un conservateur de musée. D'accord. Et puis le conservateur n'a pas eu le budget. Ensuite, je me suis dit, puisque j'ai commencé à travailler, ça va être l'élément de conférence. Alors j'ai fait des conférences, puis après j'ai pensé, c'est dommage, puisque j'ai fait des conférences, de ne pas continuer avec un livre. Bien sûr. Alors j'ai donc entrepris un livre et j'ai une amie qui était qui travaillait avec un éditeur américain pour son livre à elle, qui m'a présenté cet agent d'éditeur et qui a tout de suite été enthousiasmé par le sujet, par mes 30 pages et par mes documents. Et le livre a paru à New York, à Orion Press, tout à fait en premier. Et puis ensuite, les Japonais se sont intéressés à ce livre
et à ce travail, et il a paru en japonais. Et pendant ce temps-là, je cherchais un éditeur français, et personne n'en voulait, parce que c'était pas dans la ligne d'une collection. Vous savez, il y a les collections qui sont des thèses, comme Golding, il y a des livres qui sont des anecdotes. Et moi, ce que je voulais faire, c'était étayer la création d'un artiste en racontant des anecdotes, mais dans un but très précis. Pas pour dire il est entré par une porte et il est sorti par une autre porte. Pour dire quelque chose qui traduise un peu sa psychologie ou sa recherche. Alors c'est pour ça que je ne trouvais pas d'éditeur. Et puis un soir d'un vernissage, je suis assise en face d'un monsieur, et je lui demande qu'est-ce que vous faites, et il me dit je suis éditeur en Belgique. Ah, mais je me suis dit c'est parfait, vous allez peut-être aimer mon livre. J'en ai un dans la voiture, enfin en anglais, je vais vous l'apporter. Alors je vais chercher le livre. Et puis il me dit, oui mais vous savez, c'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Oh, j'ai dit, ça m'est égal, vous prenez le livre et puis vous me direz ce qui est possible. Puis pas de nouvelles, donc 6 mois après, j'ai écrit en disant, je voudrais bien récupérer mon livre parce que j'en ai pas et je suppose que ça ne vous intéresse pas. Et il me répond, mais si, ça m'intéresse énormément et j'ai l'intention de publier en français. Donc c'est un Belge qui a pris un éditeur belge et qui l'a traduit. Ah bah, il n'y avait pas à le traduire puisqu'il était écrit en français. Ah, il était en français déjà. Je n'écris pas autrement qu'en français. Ah, d'accord. Bon. Alors ensuite, donc ce livre a paru à Paris grâce à un éditeur belge et je pensais que c'était une matière formidable pour une exposition. Étant donné que j'avais tellement travaillé pour interviewer des gens de la famille des artistes et des artistes eux-mêmes. Je savais où étaient les œuvres, je savais où étaient les documents. Et à ce moment-là, René Huyghe avait été nommé directeur du musée Jacques Marandré. Alors, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et la secrétaire me dit, oh, il faut attendre 15 jours. Bon, je me suis dit, c'est fichu, 15 jours, c'est trop tard. Mais enfin, j'attends 15 jours. J'arrive sur la pointe des pieds en disant, voilà, j'ai un sujet, peut-être que ça pourrait vous intéresser. En me disant, il doit y avoir 15 personnes qui lui proposent des sujets. Et il me dit, oh, ben écoutez, c'est très bien parce que l'Institut me pousse à faire une exposition, j'ai pas le temps, votre sujet me plaît, et je vous fais confiance. Alors, je suis sortie sur la pointe des pieds parce que j'étais complètement épanouie de me dire j'ai jamais fait d'exposition et tout d'un coup au musée Jacques Marandré. Alors, il fallait se dépêcher parce que l'intérêt c'était que le livre sorte en même temps que l'exposition. Donc, j'avais que quelques mois. Alors, j'ai immédiatement contacter tous les gens qui pouvaient me prêter, non pas les éditeurs, les prêteurs d'œuvres, pour pouvoir montrer les tableaux qui correspondaient au fond à l'histoire de mon livre. Et ben, tout le monde a dit oui, tout le monde était très content. Donc ça a été une exposition vraiment au musée Jacques Marandré à Paris. Donc ça a été vraiment, ça je peux dire, ça a été une réussite. Qui a été formidable. Ça a été filmé peut-être? Oh, je sais pas, enfin il y a eu des photos, il y a eu de la presse, il y a eu tout ce qu'on veut, mais ce qu'il y a eu d'important, c'est qu'il y a un Japonais qui est passé, qui était enthousiasmé et qui me demande si je peux faire l'exposition au Japon. Alors je dis, je vais demander aux prêteurs, mais enfin ça m'étonnerait qu'ils veuillent se priver de leurs œuvres pour le Japon. Et tout le monde a dit oui. Si bien que l'exposition a eu lieu au Japon, c'était en 1975, et que je continue à faire des expositions au Japon presque tous les ans, parce que je propose un sujet d'une année sur l'autre. Donc ce bateau lavoir, pour moi, ça a été un tremplin extraordinaire, en dehors du journal, en plus du journal. Donc votre job était de faire des expos après ça? Bon, mon job, c'est, vous savez, quand on est critique d'art ou journaliste, on ne peut pas se contenter d'une chose, bien sûr. Bon, alors, ça faisait partie de l'ensemble de toutes les choses activités. Ah, d'accord. Et donc, vous aviez tous ces contacts, tous ces numéros de téléphone, etc. Voilà, et puis ça m'a donné la possibilité d'écrire d'autres livres. Donc, après, il y a eu, alors, je dis aux Japonais, après le bateau lavoir, au fond, il y a une deuxième partie qui pourrait vous intéresser, c'est Montparnasse, avec la Ruche, parce que la Ruche, c'est aussi une cité des arts, un peu comme le bateau lavoir.
Alors, je vois l'œil du japonais qui regarde l'autre japonais, parce que ça descend et ça remonte pour les décisions. Et alors, c'était OK. Alors, je rentre à Paris et je vais voir René Huyghe en lui disant, voilà, je peux vous faire une autre exposition sur Montparnasse et la ruche. Il me dit, d'accord, mais si vous faites le livre, parce que ça sert de catalogue en même temps. Alors là, nous étions en mars et il fallait vraiment que le livre soit écrit en 6 mois. Alors, le bateau lavoir, ça a été des années pour trouver l'éditeur, donc chaque fois j'améliorais un petit peu, mais la ruche, ça a été vraiment, ça devait être très rapide. Et l'éditeur de la ruche m'a dit, c'est d'accord s'il y a une exposition. L'un allait avec l'autre. Alors, je me suis dit, jamais je vais y arriver, mais enfin bon, je tente ma chance. Je prends 3 semaines de vacances d'abord. Et puis, je commence et je me dis, bon, bah, si ça ne sort pas, j'abandonne. Et puis, finalement, ça a marché. J'ai travaillé nuit et jour à ça. Et j'étais prête. Voilà. Et voilà l'histoire. Donc, là, pour la ruche, j'avais encore la chance de pouvoir interviewer ou voir des gens qui étaient encore en vie. Parce que c'était quand même un peu plus présent que le bateau lavoir. Oui. Alors, par exemple, Chagall, qui est un des habitants de la ruche, qui était très connu, et que j'ai connu quand il n'était pas connu du tout. Oui. Et alors, Chagall m'a beaucoup aidé en me racontant beaucoup de choses. Et vous avez publié ça? Alors, c'est le second livre qui s'appelle La ruche et Montparnasse. Ah, d'accord. Voilà. Et est-ce que vous enregistrez par cassette et vous faites la transcription, ou bien par mémoire? Oh, vous savez, c'est un leurre l'histoire d'enregistrer. Parce que vous ramenez une cassette, et puis vous n'avez rien fait, puisque vous vous dites c'est dans la cassette. Alors vous écoutez ça. Et vous faites la transcription? Non, parce que le parler n'est pas l'écrit, et qu'il y a beaucoup trop de choses, il y a des tas de choses inutiles, et vous êtes obligé de tout refaire. Tandis que si vous n'avez pas de machine, que vous écoutez, vous prenez des notes uniquement sur ce qui fait tilt. Ah, d'accord, d'accord. Bon, et vous enlevez tous les scories d'une conversation, parce que dans une conversation, on dit beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui n'ont aucun intérêt. Oui, alors donc, le travail est fait là, tout de suite. Mais aussi, il est fait par mémoire, et des fois, la mémoire, elle déforme les choses. Ah oui, mais là, c'est pas fait par mémoire, là, c'est fait par sentiment. D'accord. C'est pas les mots qui comptent, c'est le sentiment. D'accord, donc vous écoutez la personne. Et puis, il faut quand même, quand on va... Ah oui, ça je vous le dis pour vous aussi, quand on va voir quelqu'un, il faut avoir la tête pleine de connaître tout ce qu'il va vous dire. Autrement, ça ne sert à rien, parce qu'il ne vous dit rien. Bon, je dirais... Non, je dirais. Ensuite, une fois, j'ai eu comme ça une expérience qui m'a fait penser à ça toute ma vie. J'allais voir Marguerite Moreno. Ça vous dit peut-être rien parce que vous êtes trop jeune, mais Marguerite Moreno, c'était une grande actrice qui jouait avec Louis Jouvet. Oh, bon. Et je vais la voir, j'étais tranquille comme tout. Je me suis dit, bon, surtout elle était un peu amie de la famille et tout. Et bon, je lui pose quelques questions. Et chaque fois, elle me répond, vous n'avez pas honte de ne pas le savoir? Ah, d'accord. Alors ensuite, je suis allée dans une bibliothèque, j'ai pris des notes, j'ai pu faire l'article et tout. Mais c'est avant qu'il faut aller dans la bibliothèque et pas après. Ah, d'accord. Moi, je vais nulle part. Je fais tout instantané. Oui, mais chacun son style. Parce que moi, je trouve que quand on fait quelque chose de préparé, ça n'a pas autant de charme que quand on fait quelque chose de... Ça dépend, parce que, bon, là, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais autrement, le malheureux qui est là, il n'est pas censé savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Voyez? Non, mais d'accord. Donc, c'est celui qui pose la question, qui pointe sur ce qui est intéressant dans la personne qui est intéressante. Et donc, vous avez parlé donc par expérience, vous avez travaillé pour le Figaro, vous dites, donc vous étiez correspondante pour eux? Non, j'étais là à demeure, à faire les permanences, du matin au soir, pour attendre la mort de Picasso, la mort de Chagall. Donc vous étiez dans le staff? Vous étiez dans le staff? J'étais dans le staff, et puis de voir les expositions, les musées, et j'ai beaucoup voyagé pour les openings de... Non, mais j'ai eu ma première guest, c'était une journaliste du Figaro il y a 10 ans ici, Qui s'appelait
Je me rappelle plus du nom, ça fait 10 ans, mais je sais que c'était mon premier guest, ça a été du Figaro. Et après, bon, j'ai peut-être rencontré une ou deux journalistes du Figaro qui étaient de passage et qui sont passés ici. Parce qu'avant, je faisais enfin une fois par semaine, et donc dès que les gens étaient de passage, ils passaient. Donc maintenant, c'est beaucoup plus ralenti. Je fais une fois par mois, mais j'invite 4 à la fois. Oui, 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 bah, c'est très bien. Mais d'ailleurs, c'est un bon métier, c'est amusant. Non, ça me fait plaisir Ouais. d'interviewer des gens parce qu'ils ont toujours oui, quelque chose, une histoire à raconter. Donc votre livre a-t-il été traduit en anglais? Alors, le bateau lavoir donc, a été en anglais le premier, mais pas la rue chez Montparnasse. Mais par contre, j'ai fait des monographies de Suzanne Valadon, Utrillon et Vuillard, chez En anglais? Flammarion. Non, en français. En français? Je sais pas assez d'anglais. Et ça a été traduit en anglais par Krone. Ah, l'édition d'accord. Voilà. Donc vous pouvez toujours donc continuer à écrire d'autres choses, c'est ça? Bah, j'aimerais bien, oui, mais enfin, j'aime aussi prendre du bon temps. Ah, d'accord. Parce que c'est très difficile d'écrire. C'est ce qui est le plus difficile. Vous faites ça par computer ou à la main? Oh, bah, avant, c'était à la main et à la machine à écrire. Maintenant, c'est Avec le computer. Ah, d'accord, donc ça vous facilite la vie quand même. Bon, vous savez, c'est dans la tête, hein, c'est difficile, c'est pas dans la machine. D'accord. C'est vrai que l'écrivain, enfin le journal, enfin le columniste Hopkins, jusqu'à la fin de sa vie, il écrivait avec la machine de 1940. Ah bah oui, mais j'ai des collègues qui gardent comment ça s'appelle, un Sterwood, enfin la vieille machine. La vieille, ouais. Mais de moins en moins, parce que les journaux ne peuvent plus recevoir de papier écrit à la machine. Ouais. On est obligé de faire par computer. D'accord. Enfin, ça Non, prend, mais c'est un hein. détail, mais Oui, de toute c'est un façon, détail. ça quand même, ça vous facilite la vie, ça va plus vite. Bah, quoi. c'est-à-dire que ça va pas plus vite, mais c'est le brouillon qui devient propre au lieu d'être obligé de retaper plusieurs fois. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, peut-être on peut parler, vous avez parlé beaucoup des peintres et tout ça, enfin, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire dont vous vous rappelez d'eux? Enfin, vous m'avez dit que vous les avez rencontrés à Montmartre et tout ça. Comment était la vie avant? Enfin, je sais que j'ai pas lu votre livre, je m'excuse, mais vous pouvez me dire. C'est-à-dire quelques mots? que pour Montmartre, la vie que je raconte, c'était jusqu'en 14. C'est-à-dire que le bateau lavoir a une renommée parce que Picasso y a peint les Demoiselles d'Avignon. D'accord. Autrement, personne ne Ne parlerait connaît du du bateau bateau. lavoir. Donc, à partir du moment de la présence de Picasso quelque part, même il avait 20 ans, ça devient un événement. Donc ça, je ne l'ai pas vécu. D'accord. Je l'ai pas vécu avant 1914. Mais vous l'avez rencontré. Picasso, j'ai rencontré Jacqueline, sa dernière femme, et puis je connais bien toute la famille. D'accord. Mais lui, personnellement, il y avait une telle protection, Autour de lui, enfin, oui. à la fin de sa vie, que c'était très difficile d'avoir un rendez-vous. Hein, ça, c'était difficile. D'accord. Donc, pourtant, on parlait beaucoup on le quotait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de quotes de lui, de ce qu'il dit. Enfin, Ah, ben ça, pour raconter des histoires, surtout qu'en plus de ça, il parlait, ce qui était amusant, c'était qu'il parlait avec un accent espagnol très fort, même jusqu'à la fin de sa vie, et que les gens qui connaissaient Picasso avaient une espèce d'envoûtement. Il y a eu Picasso et Mac Jacob, le poète, comme ça. Et dès qu'il était question de Picasso, il commençait à parler, je dirais pas en petit nègre, mais en mauvais espagnol, pour imiter Picasso. Ah, d'accord, Voilà, d'accord. vous voyez. Et Donc, donc tout a été raconté avec il voulait. des tas de bêtises. Mais je dois dire qu'il y a un dernier livre, le Xème livre sur Picasso, qui vient de paraître, qui est de John Richardson. Et là, il reprend tout pour dire, ça c'est sûrement pas vrai, Et ça doit être vrai, moi je crois que c'est ça. Et c'est un très bon livre. Mais par exemple, quand je lis un quote, qui est quelque chose qui dit, Picasso a dit, quand je travaille, ça me repose, et quand je me repose, ça me fatigue, est-ce que c'est vraiment lui qui a dit ça? Bon, il a peut-être dit ça, mais qu'est-ce qu'on dit de choses Non, mais les gens le quote, c'est-à-dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment lui qui a dit À ça? ce moment-là, il a peut-être dit ça, mais c'est des phrases toutes faites. D'accord. Mais À mon avis, c'est pas l'essentiel, les mots qui sont dits. C'est autre chose au-delà des mots. Ouais, enfin, les gens peut-être... Alors, autrement, on tombe dans l'anecdote, je vous dis, de ma concierge,
qui raconte que la crémière a acheté du fromage, etc. Aucun intérêt. Ah d'accord, d'accord. Donc il faut qu'il y ait vraiment... Mais non, mais il y a des choses qu'il a dit qui sont intéressantes. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et donc Si, que les gens mettent dans des bouquins. Que pour faire un bon tableau, il faut beaucoup travailler, par exemple. Non, il a dit quand je travaille, ça me repose, et quand je me repose, ça me fatigue. Mais tout le monde dit ça. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est des choses, disons, que les gens ont écrit, ont mis dans des bouquins, et ils ont mis le mot Picasso dessus. Voilà. Picasso, oui, et puis en principe, ils mettent un petit numéro, et puis ils mettent le nom du livre où ça a déjà été écrit. D'accord. D'accord, mais c'est vraiment... On sait pas alors, par exemple... une chose au bateau Lavoir qui a été un grand événement, c'est le banquet du douanier Rousseau. Oui. Vous voyez le douanier Rousseau. Bon. Okay. Et ce banquet a été raconté par tous les gens qui ont assisté au banquet. Alors, il y avait Gertrude Stein, qui était une des premières acheteuses des tableaux de Picasso. Ah, il y avait André Salmon, qui a été un des poètes le plus ami de Picasso. Donc, il y avait Fernand d'Olivier, qui était la compagne de Picasso. Ils ont tous écrit des livres pour raconter le banquet du douanier Rousseau. Ah. Il n'y en a pas un qui a dit la même chose. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mon père qui a écrit aussi dans ses livres l'histoire du banquet, a terminé en disant ils avaient tous tellement bu que c'était impossible qu'ils racontent quelque chose. Voilà, comme ça met... Alors, dans mon livre, j'ai mis tous les récits du banquet. Oui, mais en concluant comme ça. Ah, mais c'est sympa ça, parce que, bon, par exemple, vous aussi, on peut dire que c'est votre imagination. On ne peut pas dire que c'est peut-être vrai ou c'est pas vrai, on ne sait pas. Bon, bah, c'est de la compilation, dirons-nous, mais je cherche toujours à ne pas recopier ce que quelqu'un a déjà recopié. Ah, d'accord. Je cherche à trouver le premier livre qui a été écrit. Et je dis que si c'est une anecdote, même fausse, ça n'a pas d'importance si ça donne une idée de comment vivaient les gens, comment ils travaillaient, etc. D'accord, mais c'est pour ça que d'enregistrer maintenant, les journalistes ils enregistrent sur des cassettes pour au moins dire, voilà, même si vous croyez que c'est pas vrai, je l'ai enregistré, c'est là, c'est bien, c'est vrai. Ah, ils sont très prétentieux, ceux-là. Non, mais c'est-à-dire au moins ils ont une preuve de ce qu'ils racontent. Ah oui, mais le malheureux qui a dit ça, il se réveille le lendemain en disant comment j'ai pu dire ça, mais c'était... Ah, ça aussi, ça c'est sympa. Parce que souvent j'interviewe des gens et ils voient la transcription de ce qu'ils ont dit, ils disent j'ai dit ça moi, j'ai dit ça, ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont dit certaines choses. Oui, donc, parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, ceux-là. Voilà, donc il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils disent en fait, enfin qui ne se rappellent pas de ce qu'ils disent. Enfin, qui ne se rappellent pas de ce qu'ils disent. Puis ça dépend des questions qu'on pose aussi. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, donc vous allez donc nous présenter ça. Est-ce que vous allez apporter des... J'apporte 60 diapositives. Ah, super. Alors ça me sauve parce que ce sont des supports bien sûr, énormes de visuels qui permettent de repartir. Si j'ai plus rien à dire, eh bien je change d'image et je repars. Et vous pouvez parler de l'image et de ce qui se passe. Donc ce sont des photos que vous avez prises vous-même, n'est-ce pas? Ah non, c'est des photos que j'ai eues dans les musées, dans les... D'accord, oui, bien sûr, ça fait des... Les diapos, c'est difficile de les faire. Et juste pour finir, je voulais savoir, vous avez peut-être voyagé à Montmartre dernièrement. Quels sont les changements que vous avez pu voir? Montmartre n'a plus grand rapport avec ce qu'il était, parce que maintenant... les gens de JT signent toujours dans la rue, quoi. Enfin, oui, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est la place du Tertre, c'est des gens qui font des profils, qui font des... Oui, mais il y a des artistes aussi. Enfin, il y a des peintres. Oui, bien sûr, il y a des peintres. La seule chose intéressante, c'est le musée de Montmartre, parce qu'ils ont quand même un fond de choses qui a existé au début du siècle. D'accord. Et donc tous ces peintres-là qui sont là-bas, sur la rue, sur la place Montmartre et tout ça, sont des gens donc qui pourraient peut-être dans 50 ans avoir la même valeur que les gens dont vous parlez d'il y a 50 ans. Ça m'étonnerait, mais enfin... Mais il faut que quelqu'un l'ait... Oui, mais c'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. C'est quand même des... C'est des nouveaux. C'est des nouveaux qui deviendront des anciens. Non, sûrement pas. Ça dépend de ce qu'on appelle... il y a quand même des degrés dans les amateurs et dans les créateurs. Oui, mais il y a sûrement 1 sur 100 qui est bon, là. Oui, peut-être. Peut-être, mais je crois qu'il ne serait pas là. Il serait autre part.
Parce que c'est peut-être trop commercial maintenant. Enfin, peut-être. Il y a trop de touristes qui passent à Montmartre. Est-ce qu'avant, à Montmartre, bon, quand vous étiez jeune, il y avait beaucoup de touristes aussi? Oh, ben moins, c'était beaucoup plus la campagne. Et puis, il n'y avait pas les cars américains ni les cars japonais. Qui s'arrêtaient pour... D'accord. Donc, mais il y avait toujours des peintres dans ce petit endroit, Oui, c'est ça? oui, il me semble. Ah il me bon, semble, d'accord. oui, oui. Donc c'est resté et ça resté continue comme à ce ça, que c'était. oui. D'accord. Mais enfin, c'est plutôt le moins bon côté de Montmartre. Vous voyez, on ne peut pas mettre ça en valeur en disant c'est là où demain va apparaître l'art du 21e siècle. Non, ça sûrement pas. Ou bien c'est peut-être là que le prochain superstar va naître, on ne sait jamais. Espérons. Espérons, d'accord. Bon je pense que c'était sympa de vous avoir écouté. Je vais lire l'article. Oui, mais je ne voudrais pas vous le laisser parce que c'est le seul que j'ai eu. Alors vous l'aurez à l'Alliance française. D'accord. Donc c'était Janine Arnaud, n'est-ce pas? Varnaud, et qui est écrivain, comme elle nous l'a bien dit là plusieurs fois, et donc est journaliste. Et donc on a pu écouter un petit peu ses expériences. Bon, alors je redis, mais peut-être que l'émission passera plus tard On sait jamais. pour la conférence, le 1er mai à 18h30 à l'Alliance française à San Francisco. D'accord, on essaiera de le passer avant.